Le danger, et ce qui nous pend au nez, c'est qu'à un moment, il y ait une sorte de riposte, et que cette riposte déclenche une violence mimétique. C'est vraiment ce qui s'est passé tout à fait au démarrage de la guerre d'Algérie, mais c'est presque une guerre d'Algérie qu'un scénario inverse, c'est-à-dire la minorité était européenne et chrétienne dans un pays musulman, là la minorité est musulmane dans un pays judéo-chrétien, et ça a commencé comme ça, avec quelques petits massacres, il y a eu ensuite des réponses, et la violence est montée crescendo avec un engrenage. Je pense que c'est ça qui nous pend au nez, et on pourrait même y laisser notre âme, enfin ça serait vraiment affreux. Bonjour Guillaume Bigot, vous êtes essayiste, politologue et éditorialiste, vous êtes un habitué des plateaux de CNews et de Sud Radio, nos lecteurs et nos téléspectateurs vous connaissent bien, vous êtes président de France Souveraine, alors c'est une association politique que vous présidez et qui veut défendre les principes de souveraineté populaire et nationale. Alors on vous aime bien à BV, on connaît votre œil acéré. Et réciproquement, bonjour à vous et bonjour à tous. Vous venez pour la deuxième fois, on est très heureux de vous avoir. Mais c'était indispensable de vous rencontrer à un moment de bouleversement politique très important en France. On a le sentiment en ce moment, alors c'est toujours un peu le cas, vous me direz, mais en ce moment il y a peut-être une acuité particulière. Et tous les partis vont manifester ce dimanche à Paris contre l'antisémitisme à l'appel des présidents des deux assemblées, Yael Braun-Pivet et pour l'Assemblée nationale et Gérard Larcher pour le Sénat. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'auront pas donné le spectacle d'une unité nationale fantastique, alors que la cause de l'antisémitisme et l'actualité semblaient quand même porter cette unité, en tout cas l'imposer. Au moment où la droite nationale donc monte dans les sondages, on ressuscite un peu le cordon sanitaire, vous avez vu ça, qui aura décidément rendu beaucoup de services. Alors, question, Braun-Pivet et Larcher ont-ils fait une erreur quand ils ont appelé à manifester sans distinction d'appartenance politique, ou alors est-ce qu'ils ont fait une erreur quand ils ont précisé qu'ils marcheraient sans le Rassemblement national ? Bon, d'abord, merci pour cette invitation, ravi aussi de vous retrouver. Je pense qu'il y a toujours un risque à mélanger les genres et surtout à changer d'altitude. Quand on prétend, et je pense que c'était la bonne posture, rassembler les nations pour une cause qui est grave d'intérêt national et d'intérêt général, qui est finalement que, effectivement, plus que jamais, s'en prendre aux Français juifs, c'est s'en prendre finalement à la nation, puisque c'est une seule et même menace qui est vraiment distincte pour le coup de la problématique longue, problématique sur le long terme palestinien, israélien, avec nos compatriotes juifs qui s'identifient aux Israéliens, parce qu'il faut dire que beaucoup d'entre eux ont de la famille en Israël, contrairement à ce qui se passe dans les descendants de l'immigration musulmane, qui n'ont en général pas du tout de famille en Palestine. Donc il y a ce côté, il y a cette identification presque inévitable dans un cas et cette identification un peu fantasmagorique de l'autre. Et le problème, on l'a vu, le 7 octobre a muté, puisque cette cause palestinienne est devenue, c'est vraiment fondu en une attaque absolument inhumaine de l'islamisme. Et cet islamisme, il a déjà frappé et les Français de confession juive, et les Français de confession musulmane, et les Français de confession chrétienne, et les Français laïcs, et ceux qui croient au ciel, et ceux qui n'y croient pas. Donc c'est une cause nationale, et donc nous avons en plus 40 compatriotes qui sont morts dans cette affaire. Nous avons 8 personnes, même si elles sont franco-israéliennes, elles sont françaises, qui sont prises en otage. Donc ça paraissait assez légitime de réunir toute la nation. Et voilà la bonne approche de la présidente de l'Assemblée nationale et du président du Sénat. Et puis ensuite, ils ont rapidement changé d'altitude. Ils sont vraiment retrouvés vraiment à faire au plancher des vaches, enfin de la petite politique politicienne de bas étage, effectivement en cherchant à créer une polémique. Donc ils se sont contredits eux-mêmes. Enfin, on ne peut pas à la fois vouloir servir l'intérêt général et en même temps en profiter, voilà, comme dit l'autre, en profiter pour faire un petit croche-patte électoraliste vraiment minable, enfin qui est plus du tout de saison.
c'est vraiment, et donc ils se sont d'ailleurs eux-mêmes, j'ai l'impression, pris les pieds dans le tapis. Oui, et donc c'est une surprise. Est-ce que est-ce que c'est la revanche de LFI finalement qui semblait un petit peu cornérisée jusque-là et qui là, bien, avec cette mise de côté du Rassemblement national, eh bien, retrouve un petit peu de souffle, en tout cas de grain à moudre. Est-ce que la gauche et la Macronie parviendront à rediaboliser le parti de Marine Le Pen, à votre avis, ou est-ce que le Rassemblement national a pris un coup dans cette affaire? Alors, d'abord sur LFI, je pense que LFI, il y a vraiment un effet de cette affaire sert de révélateur sur ce qu'est LFI. D'abord, le premier révélateur, c'est que l'antisémitisme de LFI, ou en tout cas de Jean-Luc Mélenchon et de ses proches, puisqu'il n'est pas partagé par tout le monde chez LFI manifestement, et tant mieux, c'est un antisémitisme qui n'est pas que tactique. On parle beaucoup de faire des clins d'œil électoralistes, justement, à cet électorat musulman. C'est des sondages, il faut se méfier des sondages, mais enfin, disent que 69% de nos compatriotes musulmans avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon aux dernières présidentielles. Donc il y a cette volonté-là d'utiliser ce qui est aussi maintenant ressorti avec l'affaire, par exemple, de l'imam de Beaucaire, c'est-à-dire ce que beaucoup de gens ont lié pendant longtemps, c'est à la présence à l'intérieur du corpus de la religion musulmane de quelque chose qui est quand même un antisémitisme un peu de nature presque religieuse, qui existait, mais vraiment une forme très atténuée dans le christianisme. Hein. Ton sang, mon sang retombera sur toi et sur ta descendance. Mais c'est quelque chose qui était présent, puisqu'il y a une espèce de rivalité mimétique, de rivalité même de concurrence gémellaire entre le judaïsme et le christianisme, puisque finalement le christianisme c'est une secte du judaïsme, et que les deux religions pendant longtemps se sont retrouvées en concurrence. Mais cet antisémitisme-là, disons chrétien et en particulier catholique, n'avait d'abord rien à voir avec l'antisémitisme nazi, qui est tout à fait différent, et surtout, c'est pas du tout le même niveau de détestation que ce qu'on peut trouver dans les textes religieux, notamment de la Sunna et des fameux hadiths du prophète, c'est-à-dire les dits du prophète. Et donc, on se disait, bon, ce que fait Mélenchon, finalement, il s'appuie sur un peu cet arrière-fond culturel qu'on retrouve chez certains électeurs musulmans, il essaye d'exploiter ça, mais en fait, lui-même n'y croit pas. Et bien, en fait, là, il y a eu une première révélation, c'est que l'antisémitisme de Mélenchon, c'est probablement un vieil antisémitisme très à gauche, en fait, celui de Marx, celui de Proudhon, celui qui veut voir dans le juif l'homme du capital, l'homme de la banque, et qui s'est synchronisé avec l'antisémitisme islamique. Alors, islamique, là je faisais allusion au texte de l'islam, mais en réalité ce sont les islamistes eux-mêmes, c'est pas l'islam du bon père de famille, c'est l'islam militant qui est une force pratiquement révolutionnaire. Et ces deux islamismes se sont synchronisés. Il y a un texte intéressant dont on ne parle pas beaucoup, qui est un texte d'un trotskiste anglais, Mélenchon venant lui aussi du trotskisme, qui s'appelle « Le prophète et le prolétariat ». Et ce texte dit la chose suivante, il date des années 80, il dit finalement l'islam c'est la religion des pauvres, c'est la religion des opprimés, et le capital est tenu par les juifs. Et donc on voit bien comment ces deux idées se sont synchronisées l'une l'autre, et moi je pense que la personnalité de Jean-Luc Mélenchon, qui n'était pas du tout à mon avis ni antisémite ni anti-républicain au début de sa carrière, va aller vers une sorte de, je ne vais pas faire de la psychologie de bas étage, parce que voilà, on ne peut pas sonder ni les reins ni les cœurs, ni de Jean-Marie Le Pen, ni de Jean-Luc Mélenchon, mais on voit quand même cet homme qui effectivement a une sorte de force vitale, c'est un tribun exceptionnel, c'est probablement le dernier grand tribun français. D'ailleurs, dès qu'il est en campagne, il se métamorphose, il se dépasse, et il arrive très près toujours du deuxième tour, et à chaque fois, patatras. Et on sent que cet homme, ensuite, il tombe dans une espèce d'amertume, de colère permanente. C'est sa fameuse sortie « La République, c'est moi », ses hurlements. Et en fait, on découvre un personnage. Et je pense que la personne elle-même est très importante parce qu'on m'avait raconté, des gens qui étaient à la France Insoumise, m'ont raconté que lorsqu'il y a eu l'affaire Mera, affaire évidemment gravissime, où un islamiste venu des banlieues va assassiner des parachutistes français, certains étaient des musulmans d'ailleurs, mais c'est un détail. Il va devant une école à Toulouse, comme vous savez, et il tire à bout touchant sur des enfants de 5-6 ans. Il tue le père. Enfin bon, c'est véritablement un monstre, un tueur en série au nom d'Allah. Et là, Mélenchon, voyant ça à la télévision, on m'a rapporté ça, dit « mais ils ne m'ont pas fait ça à moi ».
Alors qu'est-ce qu'il voulait dire? Il pense en fait que Meira, c'est un coup des services pour l'empêcher d'accéder au deuxième tour. Quand on m'a raconté ça, je lui ai dit non, c'est pas possible, vous n'avez pas entendu ce que vous avez entendu. On m'a dit si, bien sûr, on lui a dit d'ailleurs de surtout pas en parler devant les caméras. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au moment de la dernière présidentielle, il a fait une sortie qui était quand même très inquiétante, où il a dit, mais vous savez, hein, à chaque fois qu'on est dans la dernière ligne droite des présidentielles, au dernier moment de la campagne, on ressort Papivoise, on ressort Meira, on a un attentat comme en 2017 sur les Champs-Élysées, Meira en 2012, etc. Et donc en fait là se dévoile un Mélenchon qui est à mon avis un personnage absolument paranoïaque, qui imagine qu'il y a des forces occultes qui tirent des ficelles et qui l'empêchent finalement de gagner. Et comme il a misé, en plus, il a fait le pari de Terra Nova, c'est vraiment le pari d'avoir une sorte de prolétariat de substitution, de s'appuyer sur un tiers-État sécessionniste et séparatiste, il se dit évidemment les intérêts capitalistes, coalisés, sionistes montent dans leur collimateur et donc m'empêchent de gagner. Donc on voit bien, ça c'est vraiment quelque chose d'assez effrayant. Pourquoi? Parce que ça va se synchroniser avec ce que pensent malheureusement certains de nos compatriotes, en fait électorat de Mélenchon, hein, c'est-à-dire les bobos un peu parfois des bobos un peu déclassés et qui ont une espèce de qui veulent finalement ils veulent la mondialisation financière, mais enfin plutôt ils veulent la mondialisation culturelle, mais ils ne veulent pas la mondialisation financière. Donc ils sont contre le capitalisme, mais ils sont pour qu'il y ait des migrants, pour qu'on leur serve leur repas des Libéraux, pour que leurs appartements dont ils ont souvent hérité continuent à valoir très très cher, etc. Donc il y a cette espèce d'engeance comme ça un peu tartuffe qui a fait finalement nouer une sorte d'alliance contre le reste de la nation avec cet électorat qui est issu des banlieues, qui est heureusement massivement abstentionniste, hein, et qu'on a laissé, à mon avis, qu'on a laissé complètement dériver loin, loin, loin de la nation. Maintenant, je ne veux pas que ma réponse soit trop longue, mais voilà, à mon avis, ce qui se joue. Certains, à la France Insoumise, s'en rendent compte. Enfin bon, ils auraient pu s'en rendre compte un peu plus tôt, disons. Ça servait à leurs intérêts et se disent que c'est une stratégie qui finira mal, qui est suicidaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont comme porte de sortie? Ils essaient de se rapprocher Certains, aux vous branches. pensez à Ruffin ou... Ruffin, Raquel Garrido, son compagnon M. Corbière, même Clémentine Autain. Enfin, mais vous savez, c'est un parti qui fonctionne de manière paranoïaque. Il y a déjà eu un paquet de purges. Et il y a tout le temps des purges dans ce genre de parti. C'est le fameux centralisme démocratique. On ne sait pas trop finalement de quel côté le chef va arrêter sa ligne. Et quand la ligne est arrêtée, tous ceux qui ne sont pas du bon côté de la ligne sont évincés. Donc il y a eu des paquets comme ça. Ça fonctionne de manière paranoïaque. Les gens ne comprennent pas, mais ça a l'air d'être un parti de purge stalinienne. Ça a l'air, parce que les trotskistes sont victimes de Staline, et Trotsky lui-même finira avec un coup de pioche dans les environs de Mexico, mais en réalité, Trotsky et les trotskistes ne cessent d'imiter, ça c'est les enfants battus qui battent à leur tour, ne cessent d'imiter les purges dont ils ont été victimes à l'intérieur du Parti communiste de l'Union soviétique. Et cette affaire ne s'arrête jamais. Pour terminer là-dessus, ce qui est très important de comprendre, c'est que ça a l'air d'être un parti normal. Ça a l'air d'être un parti avec des députés, avec un groupe parlementaire, avec une alliance électorale, la NUPES. Mais en fait, quand vous grattez, vous vous rendez compte que c'est une secte. C'est une secte avec 2 minuscules associations à Massy, dans l'Essonne, des espèces de boîtes aux lettres. À l'intérieur, vous avez Mélenchon, vous avez le gendre de Mélenchon, vous aviez Sophia Chikirou, vous avez peut-être, les animaux de compagnie de Mélenchon. Enfin, voilà, c'est quelque chose où l'argent, l'utilisation de la marque, les nominations des gens, tout est tenu d'une main de fer par une toute petite association. Association de la France Insoumise, vérifiée sur Internet, et association de financement de la France Insoumise. Et vous pourrez également vérifier sur l'INPI que la NUPES, le logo, la marque, le nom, tout ça a été déposé, non pas par la France Insoumise, ce qui serait le parti, ce qui serait déjà assez bizarre, non, mais par cette micro-association. Donc vous voyez que tout ce que vous voyez à l'extérieur, comme dit Alain Rennes, c'est une structure en oignon. C'est-à-dire vous voyez des choses à l'extérieur, mais ce n'est pas ça la réalité du parti à l'intérieur. Et je pense que c'est potentiellement, évidemment, très dangereux. Donc Jean-Luc Mélenchon s'auto-désigne en quelque sorte comme le nouveau mauvais objet, comme les psychiatres, comme le nouveau bouc émissaire de la République. Provocation, stratégie de provocation. Jean-Marie Le Pen a eu une stratégie de provocation, Sandrine Rousseau a une stratégie de provocation, Jean-Luc Mélenchon a cette stratégie de provocation. Ça permet quand même d'attirer à lui l'attention, les médias, etc., de le faire renaître un peu comme un phénix, d'autant qu'il n'a plus de mandat. Mais ce n'est pas que ça, à mon avis.
c'est une structure de personnalité et une vision politique absolument paranoïaque qui, à mon avis, peut déboucher sur la violence et qui, d'une certaine façon, aspire à la violence. Sans parler du fait qu'à chaque fois que les gauchistes se sont alliés aux islamistes, dès que les islamistes prennent le pouvoir, ils commencent par pendre les gauchistes. Alors moi, je pense que raisonnablement, et pour des raisons démographiques évidentes, parce qu'on nous explique qu'il va y avoir un tsunami démographique de musulmans qui font des enfants, et qu'ils arrivent, et que voilà. Mais il faut rester très froid et raisonnable et lucide. En fait, c'est évidemment pas la petite bête qui va manger la grosse. Les musulmans sont nombreux, mais ils ne sont pas tous d'abord dans cette ambiance, Dieu merci. Et quand bien même demain ils le deviendraient tous, ce qui m'étonnerait, on va réagir d'ici là. De toute façon, ils ne seraient pas suffisamment nombreux pour prendre le pouvoir et pour imposer je ne sais trop quelle république islamique. Ça, c'est des fantasmes de certains. Mais enfin, la violence, la division, pourquoi pas la guerre civile un jour, oui, ça, on est sur cette pente-là. Alors, pour revenir à cette manifestation, ce qui est curieux quand même, c'est que Mélenchon, vous l'avez très bien expliqué, c'était un petit peu cornérisé. Il y avait un cordon sanitaire qui s'était déplacé, disait-on, du Rassemblement national pour faire le tour de LFI. Et cette fois, eh bien, ils ont appelé à exclure le Rassemblement national, en tout cas à l'éloigner de cette manifestation. Et ils ont été suivis par tout le monde, par la gauche, l'ensemble des partis de gauche qui faisaient partie autrefois, on ne sait plus très bien si ce sont pas de la NUPES, par les macronistes et même par Gérard Larcher qui a appelé à ce que l'on défile sans un peu loin du Rassemblement national. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce que ça vous paraît durable? Est-ce que l'intervention de Serge Klarsfeld est apte à retourner cette espèce de déplacement du cordon sanitaire? Vous savez, c'est les fameux castors qui font leur barrage, mais on voit bien, c'est le mécanisme bien décrit aussi par Tocqueville dans l'Ancien Régime de la Révolution, au bout d'un moment, à la fin de l'Ancien Régime, cette aristocratie qui avait complètement perdu les pédales, moins elle avait d'utilité sociale et moins elle avait de prise sur la réalité, et plus elle en rajoutait, quoi. En fait, il y a ce mécanisme-là, c'est-à-dire moins ça marche, plus il faut faire de bruit, plus il faut en faire, plus il faut en rajouter parce que c'est pas crédible, le scénario ne prend plus, tout ça est complètement éventé, donc il faut en rajouter, il faut en rajouter. Il faut non seulement en rajouter, mais être de plus en plus nombreux à le faire. Ça ne marche plus, ça me semble être une évidence, et effectivement, signe des temps, marqueur intéressant, Serge Klarsfeld, dont on connaît l'engagement sur toute une vie à lutter contre ce qui restait du nazisme. Après 1945, c'est quand même une trace historique mnésique assez intéressante. En fait, je pense qu'il faut reprendre ce système, se demander d'ailleurs si... il y a un côté feuille de vigne, il y a un côté on n'a plus rien à vous offrir puisqu'on a tout raté sur tout. La seule chose qu'on peut vous offrir, c'est vous protéger contre un fascisme imaginaire ou un racisme imaginaire. Et ce racisme imaginaire et ce fascisme imaginaire et cet antisémitisme imaginaire contre lequel on vous prétend vous protéger va en fait accroître un risque nouveau de racisme, d'antisémitisme et de fascisme, lui, bien réel. C'est ça le mécanisme. On est passé de l'un à l'autre. Et alors, il faut bien comprendre cette séquence parce que je pense que tout démarre, comme dirait Peggy, tout débute en mystique et tout finit en politique politicienne, mais tout démarre de manière, à mon avis, relativement sincère. Faire un saut dans le temps en 1980. En 1979, vous avez en France, une chaîne achète les droits du feuilleton Holocauste, qui a fait aux États-Unis beaucoup de bruit. Et on a sur les grandes chaînes françaises ce feuilleton qui raconte comment une famille allemande juive est décimée par la montée de l'hitlérisme. Ensuite, on va avoir, c'est le moment où finalement, c'est le début, je dirais, d'une prise de conscience et d'une sorte de remontée à la surface de la mémoire de la Shoah et des massacres commis par le nazisme à grande échelle. Alors pourquoi pas avant ? Parce que les psychologues expliquent d'abord que souvent des gens qui ont vécu ça ne peuvent pas parler. Et en plus, les autres ne peuvent pas les écouter ou les entendre ou comprendre ce qu'ils ont à raconter. Et donc ça se passe dans les années 80 et pas avant. Avant les années 80, vous n'avez aucun intérêt pour ces questions de la Shoah. Enfin, c'est vraiment complètement
anecdotique. Après les années 80 et à partir des années 80, et ça va s'amplifier dans les années 90-2000, vous avez une explosion des films, des colloques, des livres, des thèses. Ça devient un sujet majeur. D'ailleurs, si vous allumez certaines chaînes franco-allemandes, vous n'avez que ce sujet-là, matin, midi, soir. Vous pouvez, voilà, vous n'avez que... Donc l'indifférence a fait suite à l'obsession. Or, dans ces années-là, Mitterrand, bien sûr, arrive au pouvoir en 1981. Il va rapidement trahir la classe ouvrière, il va rapidement, à mon avis, pratiquer une politique qui est socialement non seulement très injuste, mais économiquement très 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 à droite, protégeant l'épargne, protégeant la rente contre l'inflation, délocalisant à qui mieux les entreprises, etc. Et il laissait tomber complètement la classe ouvrière. À partir de 83. À partir de 83, et puis ça va être suivi constamment et accéléré par la construction européenne. Donc là, déjà, la question que se pose à gauche, c'est comment on va garder le pouvoir, d'une part, parce que la droite va remonter, et deuxième question, c'est comment, finalement, on peut continuer à prétendre qu'on est à gauche. Eh bien, François Mitterrand se souvenait à l'époque d'un jeune député, il n'est plus tellement jeune, mais absolument brillant, c'était le plus jeune député de Poujade, Jean-Marie Le Pen, et il ressort le diable, Jean-Marie Le Pen, de sa boîte. Et là, c'est très intéressant de ressortir Jean-Marie Le Pen de la boîte, parce que, bien sûr, il va y avoir division de la droite, mais deux, il va y avoir, on est encore de gauche, puisque nous sommes antiracistes et que j'ai trouvé quelqu'un qui vous tient un discours raciste, qui vous tient un discours antisémite, et qui va faire croire et qui va créer une ambiance de retour des heures les plus sombres, le ventre d'où est sortie la bête immonde est encore fécond, etc. Et là, tout ça va se synchroniser, puisque c'est le moment où on prend conscience à nouveau, enfin, on retrouve la mémoire de ces crimes nazis. Donc tout le monde a peur du retour du nazisme. Et puis les médias décrivent ce parti, le Front National, qui commence à faire des scores de plus en plus importants, et notamment auprès des ouvriers, prend un peu la suite du Parti communiste qui s'effondre. Et c'est à ce moment-là où tout ce cirque se met en place. Et pendant très longtemps, et à mon avis le logo de SOS Racisme dit tout, parce que ce logo de SOS Racisme, c'est-à-dire « touche pas à mon pote », c'est une main jaune, jaune comme l'étoile jaune, et le symbole est très clair, c'est-à-dire vous ne toucherez pas à nos potes, les enfants des immigrés musulmans, comme vous avez touché aux enfants juifs pendant l'occupation. Donc nous les protégerons, d'accord ? Alors là où c'est vraiment très intéressant, et c'est Paul Yonnet qui avait dit ça, il avait dit mais SOS Racisme, c'est vraiment comme SOS Baleine, hein, c'est pour éviter que le racisme disparaisse ou l'antisémitisme disparaisse. Là où c'est vraiment très intéressant, c'est que ça a créé un écran de fumée, ça a créé une vision en noir et blanc, nuit brouillard. On a l'impression, quand on regarde la réalité politique des années 90-2000, la classe dirigeante projette une espèce de reconstitution historique en noir et blanc, où à tout moment, des nazis peuvent surgir et embarquer, grâce à l'appui du Front National ou Rassemblement National, embarquer des jeunes immigrés musulmans pour les brûler dans des chambres à gaz. Enfin, je force le trait, mais symboliquement, c'est ça que ça signifie. C'est ce moment-là où, par exemple, on a des gens qui commencent à prendre conscience de la gravité de ce qui se trame, puisqu'à mesure que de l'immigration musulmane arrive en France, et ça ne s'arrêtera plus, c'est vraiment une immigration de peuplement qui continue et qui bat son plein dans ces années-là, et jusqu'à aujourd'hui, eh bien vous avez de plus en plus, malheureusement, de gens qui amènent avec eux les idées de l'islamisme, donc qui sont de plus en plus antisémites, qui sont de plus en plus misogynes, de plus en plus homophobes, etc. Donc toutes les victimes symboliques de la Seconde Guerre mondiale, eux les ciblent. Mais ils ne les ciblent pas au nom du nazisme, ils les ciblent au nom de l'islamisme. Et c'est vraiment parce qu'on traque un antisémitisme du passé qu'on ne voit pas, qu'on s'aveugle sur l'antisémitisme nouveau. Et quand il y a ce fameux livre... C'est comme ça qu'on arrive, après 40 ans de lutte contre l'antisémitisme et contre le racisme, exactement, à une explosion des actes antisémites et racistes. Et c'est pour ça qu'on ne les a pas vus. Ce fameux livre, Les territoires perdus de la République, il date quand même d'il y a 20 ans. 21 ans maintenant. Et qu'est-ce que c'est sous l'autorité de Georges Bensoussan? Ce sont des témoignages de professeurs dans les banlieues, et je sais parce que j'étais dans ces classes et dans ces banlieues, et assez souvent, le professeur voulait parler de la Shoah, voulait parler de la Seconde Guerre mondiale, et un certain nombre de gamins disaient « Ah, mais monsieur, c'est normal, c'est bien, Adolphe, il aurait dû finir le travail, pourquoi il n'a pas tué tous les feuges ?» Donc là, ces enseignants sont tétanisés, écrivent un livre, tirent la sonnette d'alarme, disent « mais qu'est-ce qu'on fait avec cette génération ?» Enfin, c'est quand même extrêmement choquant. On est très très loin de Samuel Paty, hein, encore. Hein. Et là, évidemment, on fait complètement l'autruche, et on fait l'autruche, c'est une cécité volontaire. C'est parce qu'on est
sur un antisémitisme des années 40 qu'on ne voit pas, puisque, vous comprenez, ce sont les porteurs symboliques d'étoiles jaunes. Ils ne peuvent pas, eux, être les nouveaux SS d'aujourd'hui. Sauf qu'à un moment, eh bien, il y aura effectivement des gens qui ont grandi dans ces banlieues, qui sont nos compatriotes, mais qui agissent comme des Zansgruppen et qui vont rafaler au Bataclan, voilà, et qui vont tuer des juifs à l'hypercacher ou à l'école aux oratoires. Voilà, c'est comme ça que ça a basculé. On a toujours un antisémitisme de retard, on a toujours une guerre de retard, on a toujours un fascisme de retard. Alors justement, ça nous amène, vous venez d'en parler, à la loi sur l'immigration. Est-ce que, d'abord, il y a eu un débat jeudi soir à la télévision sur France 2. On a bien vu que la chaîne, pas vu, malheureusement. Que vous n'avez pas vu, mais peu importe, la chaîne a eu beaucoup de mal à mobiliser pour ce débat des personnalités de premier plan. Est-ce que cette immigration reste taboue en dépit de la préoccupation de l'État maintenant officielle, celle de Darmanin, de se pencher sur une loi immigration? Ça a été difficile d'amener ce sujet. Là, il est là, sur la table, on en a parlé au Sénat. Est-ce que c'est toujours un tabou? Est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'immigration plus? Est-ce qu'on peut traiter enfin cette question? Vous savez, ça a déjà très très mal démarré puisque Darmanin a introduit sa loi en expliquant qu'il est gentil avec les gentils et méchant avec les méchants. Donc en fait, le problème, c'est que cette immigration, elle est toujours vue à travers une grille de lecture morale. Or, l'immigration, ce n'est pas un phénomène moral. L'immigration, dans certains moments de l'histoire, ça peut être bénéfique pour un pays, y compris le nôtre. Et puis à d'autres moments, ça peut être nocif. Ça dépend évidemment non seulement de quelle immigration, mais ça dépend de savoir si vous avez un taux de croissance suffisant, si vous avez un taux de fécondité suffisant, puisque ce sont les enfants indigènes qui vont permettre d'assimiler les enfants nouveaux venus. Donc on n'a pas un taux de croissance suffisant. D'ailleurs, les étrangers qui sont en France ont un taux de chômage plus important que les Français. C'est donc absolument délirant de faire venir des étrangers pour travailler. Le taux de fécondité maintenant, avec démantèlement par M. Hollande de la politique de natalité est très faible. Donc, et puis on a ces phénomènes de concentration. Donc ces gens qui vont arriver, ils vont faire des enfants peut-être, et en tout cas ces enfants vont être dans des espèces de ghettos où ils vont être entre eux. Et enfin, il faut une confiance en soi, il faut un patriotisme très fort, il faut que la nation ait vraiment très confiance en elle pour pouvoir, j'allais dire, évangéliser, convertir au sens de la religion civique, hein, de transformer en français ou en américain ou en australien des nouveaux venus. Donc aucune de ces conditions n'étant réunies aujourd'hui, donc poursuivre l'immigration de peuplement est une pure folie. Mais c'est toujours vu à travers une grille morale, ce qui montre bien que cette volonté de lutte, enfin, si vous voulez, encore une fois, on a raté, on a effondré l'économie, on a accru les inégalités de richesse, on a tout sacrifié au profit de l'Europe et l'Europe n'a tenu aucune de ses promesses. Mais qu'est-ce qu'on a à proposer aux gens? Les protéger contre le retour des heures les plus sombres. Donc on en revient toujours à ça. Et c'est pour ça que cette question migratoire, elle devient vraiment un objet de cristallisation extrêmement fort. Et c'est pour ça qu'on est, à mon avis, aussi à un point de bascule par rapport à ce qu'on a dit avant. Donc Darmanin prend ça sous un angle moral. Et derrière, il y a une multitude de tabous en cascade. D'abord, il y a le premier tabou, le plus évident, c'est que ce n'est plus une compétence de la France, c'est une compétence de l'Union européenne. Donc si vous voulez agir sur la question de l'immigration, sur ce sujet, l'Union européenne vous laisse deux choix. Soit vous pouvez accueillir autant de migrants que vous en accueillez aujourd'hui, soit vous en accueillez encore plus. Voilà. Alors, évidemment, M. Darmanin, qui n'est pas nécessairement personnellement très favorable à l'immigration, qu'est-ce qu'il fait avec ces contraintes-là? Il dit, voilà, on va quand même en accueillir un peu plus. Hein, c'est le fameux article 3 pour les métiers en tension. Et puis, de l'autre côté, on va aller à la marge, c'est vraiment du volontarisme de saut de plus, hein, déplacer 3 virgules pour que quelques personnes, en raison effectivement de la loi française, qui disait par exemple, c'est la fameuse double peine, on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui fait que des gens arrivés sur le territoire avant un certain âge, avant 20 ans, n'étaient plus expulsables, même si, etc., ils seront à nouveau expulsables. Mais franchement, déjà, la plupart des gens qui doivent être expulsés ne le sont pas. Donc si on rend expulsable un peu plus de gens, mais vraiment à la marge, qu'est-ce que ça va changer? En fait, rien. Le fond de l'affaire, c'est que cette immigration n'est pas une immigration de travail dont, par ailleurs, l'économie française n'a pas besoin. L'immigration ininterrompue depuis la fin des années 70, c'est une immigration de peuplement à travers le regroupement familial, à travers l'élargissement délirante de la définition de ce qu'est un réfugié et du droit d'asile, et à travers aussi, souvent, des étudiants qui font souche et qui restent en réalité ici. C'est ça les gros canaux.
Donc, cette histoire est absolument non seulement dérisoire, mais surtout ce qu'on ne comprend pas. Et là, ça pose vraiment une espèce de mystère politique. Pour les politologues que je suis, cette question de l'immigration, en fait, n'est pas une question même droite-gauche. C'est une question de consensus national. Tous les sondages le montrent. Tous les Français sont d'accord pour stopper l'immigration. Ils ne veulent pas nécessairement qu'il n'y ait plus de cadres spécialisés à la défense. Ils ne veulent pas nécessairement qu'il n'y ait plus, par exemple, quelques médecins dont on peut avoir besoin dans les hôpitaux. Ils ne veulent pas nécessairement qu'il n'y ait plus, disons, de vrais réfugiés politiques. Mais enfin, ils veulent passer, disons, à quelques dizaines de milliers, 50 000, 100 000 personnes par an à tout casser, face aux 300 ou 400 000 qui arrivent. Bon, et ça, tous les gens, même ceux qui votent LFI, sont d'accord. Et là où il y a un mystère politique, c'est pourquoi ça ne se fait pas. En fait, la réponse, c'est parce qu'on ne peut pas faire ça et en même temps continuer à faire la construction européenne. Ce n'est pas possible. La construction européenne, c'est une logique où de toute façon, on a renoncé volontairement à un certain nombre de pouvoirs, et notamment, on a renoncé à des frontières, on a renoncé à redéfinir l'asile, on a renoncé à pouvoir agir sur le regroupement familial, etc. Donc vous voyez, là, il y a une espèce d'erreur système. Si on n'en a pas le temps, mais si on avait le temps, on montrerait que cette folie de l'Europe est complètement liée d'ailleurs à cette remontée de la culpabilité de la Seconde Guerre mondiale, parce que les pays qui adhèrent à cette construction européenne sont des pays qui ont beaucoup de choses à se reprocher. Les pays qui ne rentrent pas trop dans cette espèce d'autodestruction qu'est l'Union européenne, ou des pattes de l'histoire, c'est des pays comme le Danemark, c'est des pays comme la Grande-Bretagne, ce sont des pays comme la Suisse, enfin des pays qui sont aptes, ou alors des pays qui ont collaboré, mais qui ensuite ont été d'une certaine façon vaccinés en sens inverse par le communisme, par l'occupation soviétique. Donc on voit bien que c'est une espèce de piscine purificatrice de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et notre classe dirigeante en France est pratiquement unanime à vouloir faire cette construction européenne, alors que la population est presque unanime maintenant à ne plus la vouloir. Mais ça nous ramène finalement à ce qui s'est passé pendant l'occupation, parce que la classe dirigeante était quasiment unanime à soutenir l'occupant, alors que la population française était unanime contre l'occupant. Et finalement, le peuple a toujours raison, mais en démocratie, normalement, en tout cas... Si le vote a un effet. Mais si vous ne pouvez plus décider, vous pouvez toujours voter. Alors justement, on prépare là, les élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, enfin les partis politiques les préparent en tout cas, mais les Français n'ont pas l'air d'être conscients de ce que vous venez d'expliquer avec beaucoup de force, qui est le côté délétère finalement de l'Union européenne. Comment leur ouvrir les yeux? Comment les impliquer? Pourquoi est-ce que les Français finalement regardent l'Europe comme un truc un peu lointain et un peu inutile, alors que tout se passerait pour eux à l'Assemblée nationale et au gouvernement? C'est là qu'ils portent leur attention, alors qu'en réalité, vous venez très bien de montrer que l'influence politique de l'Europe est quand même considérable, quoi. Sauf que le Parlement européen n'a aucune influence et il n'a de Parlement que le nom. En réalité, c'est un Parlement qui n'a pas le droit d'initiative. Le pouvoir d'initiative est quand même le premier pouvoir de tout Parlement. Il y a un consentement à l'impôt et au budget, mais il n'y a quasiment pas de budget et quasiment pas d'impôt. Ce sont des transferts opérés par les États. Donc tout ça est une énorme pantalonnade. Donc ça ressemble à un Parlement, mais ce n'est pas un Parlement. De toute façon, vous n'avez pas de débat européen, vous n'avez pas de parti européen, vous n'avez pas de peuple européen et vous n'avez pas non plus... Personne ne sait d'ailleurs ce qui arrive. Quand quelqu'un est élu au Parlement européen, vous pouvez quasiment lancer une alerte enlèvement. Vous n'en entendez plus jamais parler, puisqu'on ne sait pas où il est. Le Parlement européen, j'y suis déjà rendu, je conseille à tout le monde d'y aller. C'est une expérience surréaliste. Ce sont des gens, il y a une moquette épaisse comme ça, on ne sait pas, d'ailleurs ils ne savent même pas eux-mêmes de quoi ils parlent. Il y a plus de lobbyistes que de parlementaires européens, ils se baladent avec des petites valises, des lobbyistes de tous les pays, surtout les Chinois et les Américains, leur donnent d'épais dossiers quand ce ne sont pas des valises de billets, et ces gens-là bavassent, parlent, prennent des positions de principe totalement surréalistes, on se croit à la SDN décrite par Albert Cohen, et ils attendent pendant 45 minutes pour une prise de parole de 5 minutes, que ça soit traduit dans toutes les langues. Enfin, c'est la tour de Babel. Non, mais c'est complètement délirant. Je demande à tout le monde d'aller voir de près ce dont il retourne. C'est absolument insensé, ce Parlement européen. Donc c'est une blague. En réalité, le pouvoir à l'intérieur de l'Europe, il est partagé entre le Conseil européen et la Commission européenne. La Commission européenne, élue par personne, comme vous savez, a des pouvoirs monumentaux. C'est un petit...
c'est pas un petit coup de canif dans 1789. C'est que je pense que l'adoption du traité de Lisbonne, après le refus clair et net des Français, je pense que Nicolas Sarkozy a décapité la Révolution française. Il a décapité symboliquement le peuple français. Voilà. Il faudrait un jour qu'il rende des comptes, ce monsieur. Et les autres avec lui, d'ailleurs, puisqu'ils ont tous voté quasiment comme un seul homme. Ensuite, il y a le Conseil européen. Alors on dit oui, mais quand même, le Conseil européen, ce sont des chefs de gouvernement, des représentants des gouvernements, et les gouvernements, directement ou indirectement, sont quand même démocratiques dans les pays. Mais c'est vrai, c'est vrai. Seulement, vous avez de plus en plus de décisions qui sont prises au Conseil européen, comme vous savez, à la majorité qualifiée ou à la majorité simple. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple français est tous les jours que le bon Dieu fait mis en minorité. Donc nous ne sommes plus en démocratie, Marc Baudrier. Nous sommes dans autre chose. Nous sommes partis, on n'est pas encore en Chine, on n'est pas encore en Russie, mais on n'est plus du tout dans la démocratie. Il faut que les Français ouvrent les yeux là-dessus. Alors évidemment, on a tellement matraqué aux gens que s'ils ne faisaient pas ça, ils vont réouvrir les chambres à gaz, que s'ils ne... je caricature à peine, c'était les débats de 1992, que s'ils ne faisaient pas ça, ce serait la guerre en Europe, et ça a été la guerre en Europe d'ailleurs, l'Europe n'a rien changé, et dans les Balkans et en Ukraine, que si on ne faisait pas ça, on aurait l'appauvrissement, mais on a l'appauvrissement, que si on ne faisait pas ça, on aurait plus de démocratie, justement, on n'a plus de démocratie, et ainsi de suite. Donc vous voyez bien que ce mécanisme, c'est très compliqué d'ouvrir les yeux des gens, parce que on a eu un matraquage, mais vraiment absolument massif, de tous les médias sur ce sujet, avec une idée, à mon avis, clé, aussi clé que fausse, au cœur du débat, c'est-à-dire la question de la taille. On s'est dit, mais finalement, si on n'est pas un gros pays, si on n'est pas énorme, si on n'a pas des centaines de millions d'habitants, on est fichu. Voilà. Ça, c'est l'idée. Seulement, pas le temps idée fausse. De rentrer. Oui, bien sûr, idée fausse, ignorante absolument de toute l'histoire. Enfin, la Grande-Bretagne était toute petite, elle a tenu le monde plusieurs fois. La République de Venise, même chose. Athènes, même chose. Le Japon était tout petit, maintenant ils font plus d'enfants, mais ça a été quand même un pays extrêmement puissant. Israël, on voit bien Israël. Enfin, Israël, c'est quelques départements français, c'est 9 millions d'habitants. Ils ont une armée qui est 4 fois plus forte que la nôtre. Enfin, tout ça est un tissu d'âneries et un tissu de mensonges. Vous avez des pays gigantesques, énormes, qui sont soit des pays obèses, soit des pays vraiment qui sont gênés même par leur propre poids et leur propre taille et qui sont très improductifs. Enfin voilà, c'est pas la taille de la population, la taille du territoire, tout ça n'a absolument aucun sens. Mais c'est pas grave, on a bombardé. Et je pense que derrière, il y a un mécanisme inconscient qui est quand même, on en revient à ça, ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale. On est en train d'en sortir maintenant. Et c'est pour ça que la parole de Klarsfeld est très importante. C'est un signe, c'est un symbole. Je me suis toujours dit, parce qu'il y a des déportés dans ma famille, que cette histoire quand il n'y aura plus de témoins de cette époque, est-ce que les gens vont le croire à nouveau? Bon, la grande chance du révisionnisme, c'est la disparition de la surface de la Terre de tous les gens qui pouvaient témoigner directement et qui avaient vécu ça. Comme s'il y avait une sorte de sablier d'Auschwitz avec les cendres de ces gens qui allaient tomber de l'autre côté. Mais en fait, c'est un risque, et je pense que finalement l'histoire, elle ne s'est pas écrite comme je le pensais. C'est plutôt la résurrection d'un nouvel antisémitisme, cette fois-ci islamique, et peut-être aussi avec des pays qui veulent renverser l'hégémonie américaine comme la Russie, la Chine, qui sont par ailleurs pas nécessairement un trait, il faut le dire quand même aux gens qui nous écoutent. La Chine et la Russie servent leurs intérêts de manière cynique, mais ce sont des gens qui ont des gros problèmes avec l'islamisme sur leur propre territoire. Ce ne sont pas à long terme des amis de l'islamisme, ils ne vont pas faire la révolution islamique mondiale. Mais enfin, pour gêner les États-Unis et pour avancer leurs pions, ils sont capables de faire des trucs que la morale réprouve. Mais comme les Américains d'ailleurs, je vous rappelle que les Américains ont armé les Afghans contre l'Union soviétique, et ils ont en plus même pas instruit par le 11 septembre, ni nous d'ailleurs, ni les Américains, on a continué à aider des rebelles en Syrie par exemple, le Front al-Nosra, etc. Ce sont des islamistes absolument fanatiques. On a donné de l'argent et des armes à des Mohamed Merah en Syrie, il faut bien que les gens le sachent aussi. Donc on n'a absolument tiré aucune leçon de ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut, dernière question, est-ce qu'on peut aujourd'hui croire à un réveil de la conscience nationale française, j'allais dire du patriotisme, notamment dans le cadre de ces élections européennes? Un sentiment de révolte, quelque chose, un sursaut. Qu'est-ce qui permet de le croire et qu'est-ce qui peut laisser peut-être un peu d'espoir? Moi, je pense qu'on peut avoir beaucoup d'espoir, mais d'abord, si c'est conforme à ce qui s'est passé dans l'histoire de France, il faut quand même que la situation se dégrade vraiment fortement et qu'il y ait une crise vraiment majeure pour que
parce que les défauts et les qualités des Français, comme pour tous les peuples, sont tout à fait réversibles. Donc, pour que le Français ultra-individualiste, dans un monde qui est devenu de toute façon ultra-individualiste partout, la postmodernité est très narcissique, très individualiste et tout ça, alors même qu'on a déjà ces traits de personnalité, le Gaulois a déjà ces traits de personnalité, pour que, à un moment, on arrive à nouveau à devenir une collectivité et que cet individualisme se transforme en inventivité, en volonté de contribuer à quelque chose qui nous dépasse, bah, il faudra malheureusement que les individus se sentent eux-mêmes acculés, en quelque sorte, qu'il n'ait plus le choix. C'est toujours comme ça que ça se produit. Je pense qu'on n'est malheureusement pas tout à fait au bout de ce processus. Je pense qu'il y a quand même une sorte d'éveil des consciences, lentement mais sûrement, par étapes. Le Bataclan a été une première prise de conscience. Samuel Paty, une autre prise de conscience. On n'entend plus ce côté vous n'aurez pas ma haine, les bougies, etc. au fur et à mesure. Les dangers sont quand même là parce qu'il y a un risque quand même vraiment réel de fracturation du pays. Pour l'instant, la violence et la haine sont unilatérales. Moi, je pense que la grande majorité des Français n'éprouvent que de la sympathie et de l'empathie pour les musulmans de France. Il n'y a aucune détestation, sauf pour les islamistes. Bon, moi, en tout cas, je pense qu'eux, ils ont ma haine, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, voilà. Et le danger, et ce qui nous pend au nez, c'est qu'à un moment, il y ait une sorte de riposte, et que cette riposte déclenche une violence mimétique. C'est vraiment ce qui s'est passé tout à fait au démarrage de la guerre d'Algérie, mais c'est presque une guerre d'Algérie qu'un scénario inverse, c'est-à-dire la minorité était européenne et chrétienne dans un pays musulman, là la minorité est musulmane dans un pays judéo-chrétien, et ça a commencé comme ça, avec quelques petits massacres, il y a eu ensuite des réponses, et la violence est montée crescendo avec un engrenage. Je pense que c'est ça qui nous pend au nez, et on pourrait même y laisser notre âme, enfin ça serait vraiment affreux. Je pense qu'on n'est pas du tout obligé d'en arriver là. Il n'y a aucune fatalité dans l'histoire en général, et en particulier dans l'histoire de France. Le meilleur reste toujours possible, le sursaut reste possible, et je veux croire que les Français vont retrouver le sens de l'unité. Guillaume Bigot, merci beaucoup. On va y travailler à cette prise de conscience. Merci à vous qui nous avez suivis. Allez visiter notre site boulevardvoltaire.fr. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre quotidien en ligne. Le grand quotidien de la France droite et fière. C'est indispensable et c'est gratuit. En plus, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.